Soleil intense, roman de Alice Lim, sous-titre 2013, vacances bretonnes. Chapitre 1. La frégate du Morbihan. Thibaut, Maud et leurs deux fils partirent pour Kerbian le 20 juillet 2013. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'ils y soient heureux. Le temps était superbe, et l'appartement qu'ils louaient cet été-là, beaucoup plus agréable que celui des années précédentes. Ils avaient abandonné leurs balcons transparents ainsi que leur vaste baie vitrée qui donnait sur le parking de la résidence. La famille ne se trouvait plus en exposition permanente au vu et au su des passants qui gagnaient la plage ou le centre de Kerbian. Maud n'avait disposé les étés précédents que d'une faible marge de manœuvre. Elle ne se donnait pas non plus vraiment la peine de chercher ailleurs, les considérations matérielles étant loin d'être ses préférées. Elle se contentait de réitérer chaque année la même location et se satisfaisait de leur logement estival. Elle en vantait même, sans compter le vaste panorama qui s'ouvrait sur le ciel, pour peu que l'on porte son regard vers le haut et non pas en direction du bitume. On s'habitue en fait, commentait-elle indistinctement à son mari ou bien à ses garçons. On ne le remarque plus, le parking, on voit les nuages et les rangées de peupliers, plus loin, le long de la départementale, et plus loin encore les grandes maisons bretonnes, modernes, entourées de belles surfaces de gazon, sans clôture ni barrière. En dépit de son enthousiasme démonstratif, Maud avait bien conscience que les jeunes adultes n'étaient pas convaincus. Ils n'appréciaient pas la transparence des lieux. Ils se sentaient en vitrine. Aucun voilage n'occultait la grande fenêtre du salon salle à manger. La nuit, le contraste entre l'obscurité extérieure et la lumière de l'appartement exposait plus encore les scènes de leur vie familiale. La chambre-cabine des deux frères, minuscule, ne pouvait contenir que les deux lits superposés. De même, dans celle de Thibaut et de Maud, le lit et une unique table de nuit occupaient tout l'espace. Parents et enfants avaient, dans le passé, régulièrement traversé, lorsqu'ils allaient à la plage, la frégate du Morbihan, une autre résidence qui présentait à leur goût toutes les perfections imaginables. Mais Maud expliquait que jamais ils ne pourraient loger dans un endroit aussi idyllique. Elle n'essaierait même pas d'entamer une recherche en ce sens. La demande devait être disproportionnée par rapport à l'offre. De vieux pins noueux et ombrageux déployaient leurs ramures dans de jolis jardinets. Les appartements avaient été construits dans la forêt séculaire qui bordait l'océan avant que Kerbian plage ne s'étende, à partir des quelques belles villas édifiées face à la mer dans les années 20. Ces arbres, des rescapés de l'ancienne vaste Pinède, procuraient un charme paisible et protecteur au parc de la copropriété. La frégate du Morbihan était de taille plus modeste que la résidence de Port-en-Gif, habitée jusqu'alors par la famille Valente. Les bâtiments, moins nombreux, ne comportaient que 2 étages, dont les rangées d'ardoises, très pentues, étaient brisées par des saillies et décrochements, et par de jolies fenêtres parfaitement intégrées. Ces mignons appartements, pensait Maud lorsqu'elle passait sous les magnifiques arbres solides et chargés d'histoire, avec des mezzanines sous les toits, devaient être à l'intérieur absolument ravissants, mais ce devait être inabordable le prix, et surtout
Qui pouvait bien proposer ce genre d'appartement? Les propriétaires en été devaient les occuper, ils n'étaient pas si nombreux, ou bien peut-être avait-il quelques locataires, mais bien connus et de longue date. La rotation devait être faible. Sac à dos sur l'épaule et lunettes de soleil sur le nez, Maude gagnait le bord de mer tout en jetant son habituel coup d'œil, tout en se répétant combien l'endroit était superbe, calme et pratique. Il était à 2 pas de la plage et du yacht club, bien plus près que leur location de Port-en-Gif, et plus près aussi du centre de Querbillan. Pour les courses, ce serait mieux, d'autant plus que Thibault allait à pied, acheter des plats cuisinés ou les pains au chocolat du matin pour les garçons. Maude contemplait fréquemment l'idéal de l'immobilier à Querbillan. Elle ne nourrissait toutefois, en ce domaine, pas le moindre espoir. La famille s'y installa pourtant, pour la première fois, en 2013. Et ce changement intervint assez paradoxalement parce que Maude modifia tardivement cette année-là l'organisation des vacances. Son fils aîné avait annoncé qu'il avait des projets pour l'été. Il passerait le mois de juillet au Brésil, où il rejoindrait son ami Arthur. Arthur était son ami le plus proche. 2 ans plus tôt, il avait raté son bac. Il avait alors 20 ans, le même âge que Loïc, qui pour sa part terminait sa licence. Arthur n'avait que son brevet en poche et il avait passé l'année suivante à errer dans Paris. Sa scolarité, de la seconde jusqu'à la terminale, n'avait abouti à aucun diplôme, et ces 12 mois supplémentaires de déambulation parisienne ne lui avaient pas octroyé davantage de résultats. Le lycée public, autogéré de Paris, censé accueillir et motiver les élèves en échec scolaire, l'avait préparé au bac. Arthur y avait en réalité appris à sécher les cours. Il avait également largement pratiqué l'expérience du débat contradictoire et était devenu capable de développer son opinion dans les contextes les plus divers. Une fois ses idées exprimées, il les supposait tout à fait profondes et intéressantes, voire passionnantes. Rien n'empêchait les professeurs d'emprunter résolument la voie, a priori si facile, de la démagogie. Maude avait vu Arthur perdre son temps quand il était supposé étudier dans les classes du lycée autogéré. Il le dissimulait sans difficulté à sa mère. Celle-ci était enchantée. Elle pensait que son fils aurait son bac, qui plus est scientifique. Madame Solal ne souhaitait pas d'autre section. Celle-ci était la meilleure pour son fils. Elle ne doutait pas de son intelligence. Après son échec au bac, Arthur avait découvert différents squats parisiens. Ceux-ci n'étaient pas nécessairement habités par de méchants garçons, mais ils flirtaient de temps à autre avec le danger. Il faisait mine de s'engager sur la pente glissante de la malhonnêteté. Il se risquait à la consommation de drogue, d'alcool ou de malencontreuses rencontres avec la police. Il n'avait peut-être pas franchi les limites de la lourde délinquance, mais avec le temps, et une fois l'âge venu, cette éventualité deviendrait sans doute plus probable. Maude rencontrait Arthur. Il se montrait avec elle toujours aussi souriant, poli, jovial, gentil, vif et disert. Il entretenait soigneusement les apparences. Maude percevait pourtant qu'il s'enlisait au fil des mois. Il n'avait certes pas travaillé lorsqu'il était au lycée,
mais il était cependant à l'époque officiellement intégré dans une structure éducative. Il ne disposait désormais même plus de l'habillage ou de l'alibi social d'un quelconque apprentissage. Maud lui parlait, elle tentait de le convaincre de réintégrer une filière éducative. Elle avait contacté les orphelins d'Auteuil, qui orientent les jeunes exclus du système scolaire vers des examens professionnels. Arthur l'écoutait gentiment, il acquiesçait. Maud avait demandé les conditions d'inscription, elle avait passé du temps au téléphone, puis elle comprit que le sympathique ami de son fils n'était pas intéressé. Les objectifs proposés par Maud lui semblaient largement trop modestes. Il ne voyait pas du tout la vie comme cette femme qui approchait de la soixantaine et qui lui parlait d'études, de diplômes et de formation. Pour lui, la vie était drôle, elle était une fête, il n'allait pas s'ennuyer, comme le suggérait madame Valente, mais il l'écouta sagement pendant cette période qu'il mit à profit pour améliorer sa connaissance du Paris nocturne. Il donnait au moins 3 fois par semaine dans la chambre de Loïc. Au terme de cette année qui suivit son bac, son père se manifesta. Ainsi donc cet homme existait. Arthur n'avait jusqu'à présent mentionné que l'existence de sa mère. Celle-ci vivait des aides sociales. Elle l'avait jusqu'alors apparemment élevé seul. Le père se révéla être, à la surprise de Luc et donc de Maud, un homme d'affaires brésilien qui rapatria son fils outre-Atlantique 1 an après son échec au bac. Arthur, financé par son père, entra dans un établissement d'enseignement supérieur. Les étudiants dépourvus du baccalauréat ou de son équivalent étaient acceptés. Il fréquenta donc jusqu'en juin 2013 une université privée spécialisée dans le design à des milliers de kilomètres de Luc. Mais Internet existait et les 2 amis, 3 en réalité avec le frère de Luc, entretinrent des contacts étroits. Thibault se trouva soulagé. Le meilleur ami de son fils, peu intégré dans la société et n'incitant pas Luc à l'effort, était exilé sur le continent américain. Thibault l'avait trouvé particulièrement présent chez eux pendant l'année qui avait suivi son bac. Il n'avait pas fait de commentaires, d'autant plus que les nombreuses soirées passées avec Luc s'étaient révélées au fond plutôt opportunes. Cette année-là, après l'examen du baccalauréat d'Arthur, Luc était inscrit au CNED. Il préparait en candidat libre 2 unités d'enseignement nécessaires pour l'expertise comptable. Luc accueillait souvent Arthur, il était ainsi moins seul. Mais Luc réintégra l'année suivante, lorsqu'Arthur se trouvait au Brésil, un cursus normal. Il entra à la faculté de Marne-la-Vallée. Son père ne pourrait quasiment plus l'aider, il préparerait un diplôme spécifique d'université et non pas un examen d'État aux modalités bien connues. Luc serait pour la première fois contraint de travailler seul. Thibault et Maud n'étaient pas rassurés, l'heure de vérité avait enfin sonné pour leur fils. Ils craignaient qu'il ne se retrouve broyé par la dure mécanique de la formation, plus généralement par la dure mécanique de la vie. Thibault apprécia l'éloignement d'Arthur. Luc se concentrerait davantage sur son travail, il rencontrerait des étudiants de son âge alors qu'il avait jusqu'à présent fréquenté, dans une école privée de comptabilité, des étudiants plus âgés. Ces derniers avaient pour la plupart essayé d'autres voies et rencontré un certain nombre d'échecs avant de s'orienter vers la gestion comptable d'entreprise. Luc intégrait un cursus public en première année de master. Il avait l'âge normal. Peut-être réussirait-il cette fois-ci à se faire de vrais amis dans la durée. Luc avait effectivement
au cours de cette dernière année, rencontrer des étudiants plus proches de lui. Thibaut s'interrogeait. Son fils n'aurait-il pas été sensiblement gêné s'il avait présenté Arthur aux jeunes gens sérieux et positifs, volontaires et intégrés socialement de Marne-la-Vallée? La rencontre des deux univers est-elle si simple à vivre? Mais Arthur avait pris l'avion. Il était heureux à son habitude, joyeux d'être accueilli par son père, par ses tantes et ses grands-parents qu'il retrouvait. Il avait en effet passé sa petite enfance avec sa famille brésilienne. En juillet 2013, il continuait, d'après les dernières nouvelles, à broder à Rio de Janeiro la tapisserie de son bonheur. Il fréquentait la jeunesse dorée de la ville, Maud l'apercevait régulièrement sur Skype, sourire aux lèvres et torse nu, la mèche nonchalante tombant sur ses paupières. Il saluait Maud, la gratifiait d'un grand sourire et confirmait que tout allait bien, la vie était belle. Thibaut avait exprimé à Maud les motifs de son double soulagement. En l'absence d'Arthur, Luc travaillerait plus sérieusement et il ne se trouverait pas au cœur d'un choc des cultures. Maud, qui n'avait pas réfléchi à la question, approuva sans réserve son mari. Il a raison, bien évidemment, se disait-elle. Thibaut pense mieux que moi concrètement à la réalité de l'existence et à l'avenir. Maud se sent au fond pour sa part tout juste capable de tisser des rêves. Elle se laisse porter. Elle se laisse porter au gré de légers nuages. Elle n'est, contrairement à Thibaut, que faiblement arrimée au sol. Mais c'est bien sûr, avait-elle pensé, les conditions d'elle-même se sont agencées de la meilleure façon. L'éloignement d'Arthur avait, quoi qu'il en soit, incité Luc à concevoir un grand projet pour le mois de juillet. Il rendrait visite à son ami. Romain l'accompagnerait. Les parents n'avaient pas dit non. Le contraire n'eût pas été concevable, avec un fils aîné qui avait déjà fêté ses 22 printemps. Mais oui, bien sûr, répondirent-ils tous deux d'une voix unanime. Quelle bonne idée vraiment! Tu fais bien sûr ce qu'il te plaît. Alors que les pensées de Thibaut, tout comme celles de Maud, suivaient un tout autre chemin, ils n'étaient pas enchantés de voir leurs deux fils rester là-bas, sans organisation particulière, avec Arthur, qui du jour au lendemain pouvait leur faire la surprise de disparaître purement et simplement de leur horizon, expliquant aux deux frères « Ce n'est pas compliqué, les amis, voyez-vous, ici on circule de telle et telle façon, et puis allez donc visiter ceci et cela, c'est absolument super, je vous y engage, je serai de retour dans 3 jours. » Toute personne connaissant un tant soit peu Arthur aurait interprété que ces 3 jours pouvaient aisément se transformer en 4, 10 ou 25 jours. Lorsque Maud apprit en début d'année les projets brésiliens de Luc, elle ne perdit dès lors pas une minute. Elle organisa, comme à l'accoutumée, dès le mois de février, leurs futures vacances. Ils loueraient leur appartement habituel de Port-en-Gif pendant 4 semaines, au mois d'août. Les jours s'écoulèrent ensuite, jusqu'au soir où, de retour de Marne-la-Vallée, Luc rejoignit Thibaut et Maud dans le salon, leur annonçant qu'il devait leur parler. Cette expression, qu'il n'avait de mémoire de parents encore jamais utilisée, se trouva dès lors teintée d'un relatif formalisme. « C'est au sujet du Brésil. Je me suis renseigné sur le prix des billets et j'y réfléchis. Ce n'est pas possible, c'est bien trop cher. » Le père, approuvé par la mère, lui répondit que la décision lui appartenait. Aucun des deux parents ne choisit par ailleurs d'ouvrir le débat. Tel n'était pas leur rôle, pensait-il, d'exprimer des contre-arguments du genre
Mais de l'argent, tu en as bien assez, tu as des économies, elles servent à cela, à se faire plaisir. Quand tu en as envie, vraiment envie. » Ils gardèrent le silence. Luc, en revanche, justifia de lui-même comme s'il avait précisément entendu ces considérations parentales. Il n'avait pu oublier les nombreuses occasions où ses parents avaient vanté la belle marge de liberté dont il disposait, grâce aux sommes qu'il avait épargnées, les fêtes, les anniversaires, les réussites aux examens sont depuis si longtemps célébrés par les parents et les grands-parents qui ne savent, qui plus est, jamais véritablement quoi offrir. Maud, notamment, n'est pas une inconditionnelle de la pratique des cadeaux, ces derniers étant, selon elle, plus souvent qu'à leur tour, écartés, oubliés, négligés. Il est si difficile de choisir le cadeau qui convient. Elle se montre, en ce domaine, la championne, toute catégorie de la rationalité, peut-être simplement de la plus pure radinerie. Elle ne risque pas d'entrebâiller, ne serait-ce que de quelques pauvres degrés, la porte de la gabegie, du potlatch ou de l'exubérance extravertie des cadeaux, de fin d'année par exemple. Elle n'est pas réellement portée par la brise d'hystérie relative qui souffle en rafale pendant la période des fêtes. La fièvre acheteuse n'est pas son genre. Mais bien sûr, répète-t-elle à l'envi, à Luc et à Romain, ne cherche-t-elle pas également quelque peu à se faire pardonner cette incapacité à vivre l'excitation joyeuse de l'achat destiné aux cadeaux? Je ne vous offre rien là à cette occasion, mais c'est tout comme. Vous avez une enveloppe à la place, c'est pour vous, si un jour vous avez une envie. L'argent ne sera pas un problème, vous le gardez pour vous, pour plus tard, pour vos désirs futurs décalés. Luc était assis sur le canapé, il faisait face à ses parents, ayant en tête ses arguments, qu'il avait souvent entendus, développés principalement par sa mère. Je sais bien, les parents avaient-ils poursuivi, que si je voulais ce voyage, je pourrais me le payer, et Romain aussi, mais franchement ce serait du gâchis. Puis je me demande sincèrement de quoi j'aurais l'air par rapport aux autres, mes copains, et puis par rapport à moi, de dépenser aussi vite, en un claquement de doigts, de telles sommes. Non, je serais pas fière, vraiment pas fière de moi, non, décidément non. On est d'accord, Romain et moi, on n'ira pas. On n'ira pas au Brésil. Thibaut et Maud opinèrent du bonnet. La mine pénétrée et le regard compréhensif, ils prirent acte de la décision de leur fils aîné, qui regagna sa chambre, dûment équipé de l'ensemble des appareils technologiques adaptés à ses attentes. Ils attendirent quelques secondes pour dûment équipé de l'ensemble des appareils technologiques adaptés à ses attentes. Ils attendirent quelques secondes pour s'assurer qu'ils ne pourraient les entendre, puis se laissèrent aller à exprimer leurs commentaires personnels. « Mais oui, mais c'est bien sûr, » commença l'un, immédiatement approuvé par l'autre. « Évidemment, je suis d'accord. Tu me prends les mots de la bouche. Luc, au fond, n'avait pas envie d'y aller là-bas, au sud de l'équateur. Mais il devait sauver les apparences, trouver une excuse, un prétexte. Et sans aucun doute, parler d'argent lui permet de taire qu'en fait, il n'en avait pas envie. Pas du tout même. Tu as complètement raison, enchérissait l'autre. Telle fut la conclusion du projet Brésil. Il avait fait long feu. Maud se mit dès lors en action. L'année était bien avancée, elle posa une série de questions à ses fils. « Vous n'avez rien prévu, rien d'autre ?»« Non, maman. »« Alors donc, on ne va pas rester tout ce temps-là à Paris ?»« Ah non, maman, on va s'aérer. » Il n'allait pas la contredire. Il la réjouissait si facilement
en l'assurant qu'il saurait profiter du grand air. Maud appela son agence immobilière habituelle. Anticiper leur séjour de 2 semaines à la fin du mois de juillet était impossible. Maud se résolut alors à pousser plus avant ses investigations. Elle fit un premier essai infructueux dans une autre agence. À sa 2e tentative, elle reçut la proposition qui lui parut sur le moment incroyable. Une location était disponible dans la résidence de la frégate du Morbihan. Elle conclut l'affaire à l'instant même pour une durée de 6 semaines à partir du 20 juillet. À cette date, en fin d'après-midi, Maud, Luc et Romain furent les premiers à ouvrir la porte de l'appartement. Conquis d'avance, ils firent le tour du propriétaire. Ils visitèrent le premier niveau, comportant une petite chambre, un couloir, une salle de bain, une jolie salle à vivre ceinte de murs blancs, à la charpente visible, prolongée par une haute mezzanine qui s'ouvrait sur le ciel et sur le jardin. Ils gravirent ensuite un escalier de bois à claire-voie et découvrirent la merveille des merveilles, une grande chambre contenant des lits jumeaux, 2 commodes et une fenêtre triangulaire qui tutoyait les nuages. « Ce sera notre chambre, à papa et à moi, » proposa Maud, qui trouvait cette répartition plutôt normale, la plus grande chambre aux parents, la plus modeste à la jeune génération. Mais celle-ci répliqua, en affirmant son désaccord. Le père les rejoignit. Loin de lui l'idée de froisser ou de contrarier quiconque, mais son choix fut dans l'instant fermement arrêté. « La belle chambre sera pour les garçons, expliqua-t-il à son épouse, ce sera mieux, ils seront plus à l'aise, ils seront tranquilles dans leur coin. » C'est ainsi que Thibaut et Maud s'installèrent dans la chambre cagibi, dépourvue de fenêtres, située au premier niveau, entre le couloir de l'entrée et la salle de bain. Les vacances s'écoulèrent le plus agréablement du monde. Dans la journée, les parents profitaient du salon à l'étage inférieur, les garçons occupaient leur tanière, claire et spacieuse, logée à l'étage de la mezzanine. Chaque groupe disposait de son propre domaine.